Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Brest, bonjour à Lannion, bonjour à Lorient et bonjour à Rennes. Je suis Patrice Quinton, je suis professeur d'informatique à l'École normale supérieure de Rennes. Je suis aussi vice-président de l'Université européenne de Bretagne. Avant de commencer, deux petites choses, enfin trois d'ailleurs. La première, c'est que en tant que professeur d'informatique, je suis très surpris de vous voir tous à l'heure. Je n'ai pas l'habitude dans les amphis universitaires de voir tous les élèves, tous les étudiants arriver à l'heure. Ça, c'est une surprise. Deuxièmement, l'amphi est absolument plein, c'est formidable. Je pense que les amphis ailleurs sont aussi pleins, donc c'est superbe. Deux petites remarques techniques. La première, c'est que n'utilisez votre micro que à bon escient, c'est-à-dire quand vous aurez une question à poser. Parce que si vous mettez le micro en marche, tout le monde va vous voir. Tout le monde saura que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton. D'accord? Donc, voilà. C'est la honte. Mais il y a des moments où vous pourrez poser des questions, alors posez des questions. La deuxième petite remarque technique, c'est qu'il faut couper vos portables. Les portables, ça émet des ondes, et nous sommes dans un environnement hautement numérique, et donc les ondes, ça peut perturber les communications. Donc voilà. Une fois ces remarques faites, on va commencer. Donc vous êtes ici à Rennes, à Lorient, à Brest et à Lannion. Vous êtes dans les salles du campus numérique de l'Université européenne de Bretagne. Et cette journée, toute la journée, ce matin et cet après-midi, est consacrée au numérique et au métier du numérique. Au total, vous êtes près de 600 venant de lycées et collèges, plus les enseignants. Voilà. Donc ce qui est beaucoup, ce qui est bien. Il faut que je m'assoie? Ah bon? Bon, je m'assois. Moi, je pensais qu'on ne me verrait pas à cause des... Bon. Je m'assois. Le numérique, donc, on en parle évidemment beaucoup. L'ordinateur, les nouvelles technologies, ça change notre vie de tous les jours, ça va changer l'activité de la société. Voilà, ça vous le savez, on l'entend tout le temps. Mais les métiers du numérique, quels sont-ils? Comment est-ce qu'ils vont évoluer? Quel impact le numérique va-t-il avoir sur nos futures activités et puis surtout sur vos propres métiers aussi, à vous? Donc voilà, c'est un petit peu ça la thématique de cette matinée. Et pour évoquer ces questions, nous avons l'Université européenne de Bretagne et l'Académie de Rennes organisé ce matin des témoignages pour que vous ayez un certain nombre de présentations de métiers qui sont faits par des personnes qui sont dans ces métiers. Et aussi, on a une autre idée en tête, autant la dire tout de suite. Vous savez que les métiers du numérique en général, de l'informatique, mais du numérique en général, sont des métiers dans lesquels il y a très peu de femmes. Et donc, actuellement, c'est de l'ordre de 10 à 15%, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Et donc, on a voulu insister sur cette idée que ces métiers ne sont absolument pas réservés aux garçons. Et s'ils attirent peu les filles, il n'y a absolument aucune raison. Et donc, il faut qu'on change ça. Et donc, vous verrez ce matin qu'un certain nombre des témoignages sont faits par des femmes qui exercent dans les métiers du numérique. Voilà, en gros, le message, si je puis dire. Après, ça va être présenté de façon certainement très intéressante par chacune des personnes qui va en parler. Je vais laisser la parole à Madame Guénéguez, qui est à côté de moi, qui est la chargée de mission à l'égalité filles-garçons de l'Académie de Rennes, qui nous a aidés avec l'Académie à organiser cette matinée, bien sûr. Si on n'avait pas eu l'appui de l'Académie, eh ben, vous ne seriez pas là. Mais juste avant, je voudrais faire quelques remerciements. D'abord, bien sûr, remercier l'Académie de Rennes de participer à cette aventure, parce que c'est pas simple. Je voudrais remercier aussi l'association Femmes et Sciences, qui est représentée ici par Claire Dupas, Brigitte Rozoy, qui a eu cette idée d'organiser cette manifestation, qui nous a sollicité et qui s'y est impliquée de façon très active à la fois sur la façon de le faire,
les réflexions qu'on pouvait avoir sur ces questions, et puis aussi financièrement, ce qui est quand même aussi important. Il y a plein d'autres écoles, universités, organismes qui se sont associés, ou entreprises qui se sont associés à l'organisation de cette journée, de près ou de loin. Je voudrais les remercier toutes et tous. Et puis, je voudrais remercier très particulièrement tous ceux et celles qui participent à l'organisation matérielle de cette journée. C'est complexe, même si on est dans un équipement très, très moderne, c'est très complexe à organiser et je ne suis pas sûr qu'on mesurait la difficulté au départ, mais voilà, maintenant on croise les doigts, ça va super bien marcher. Mais je voudrais les remercier parce qu'ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à organiser tout ça. Voilà, donc ils ont fait un travail d'organisation formidable et maintenant il n'y a plus qu'à démarrer. Je vais passer la parole avant à Madame Guénégas. Bonjour à tous et à toutes. Merci à nos partenaires pour cette invitation, nos partenaires de l'enseignement supérieur et puis des associations. Merci aussi aux professeurs qui ont inscrit ces classes aujourd'hui et qui les accompagnent. Et merci aux CIO qui ont contribué aussi à cette journée. Alors en effet, je suis chargée de mission pour l'égalité entre les filles et les garçons au niveau de l'Académie de Rennes, au rectorat. Et parmi les choses sur lesquelles je travaille, c'est la question de l'absence de mixité d'un certain nombre de formations, dont en effet les formations du numérique. Pourquoi aujourd'hui encore il y a des spécialités comme ça où il y a très peu de filles ou d'autres où il y a très peu de garçons? Un exemple, on a ouvert cette année un nouvel enseignement d'exploration qui s'appelle ICN. ICN, ça veut dire informatique et création numérique. Eh bien, dans ce nouvel enseignement d'exploration, 3/4 de garçons. La création numérique, pourquoi ça n'intéresserait pas les filles? Alors, aujourd'hui, dans cette salle, vous êtes autant de filles que de garçons. Dans cette salle, comme à Lannion, Lorient ou Brest. Alors, vous, c'est qui? Eh bien, à Brest, il y a le collège Saint-Paul-Roux et le lycée Iroise. À Lannion, il y a le lycée Félix-Le Dantec, le collège Yves Coppens, le collège Le Goffic, et puis aussi les collèges de Bégard, le collège Clèche, et le collège Luzel à Plouaret. À Lorient, il y a le lycée Saint-Louis, le lycée Jean Massé, le collège Carré, le collège Henri Wallon et le collège Lursa. Et enfin, à Rennes, il y a le lycée Jean-Baptiste de la Salle, le lycée Victor-Hélène Bache, le lycée Bréquigny et puis le CEFOCOP, qui est le centre de formation des futurs conseillers d'orientation psychologues. Aujourd'hui, il y aura aussi, donc, pour témoigner, à peu près autant de femmes que d'hommes. J'espère que vous leur poserez des questions. On est là aussi pour ça. J'espère qu'ils vous rendront curieux et curieuses de découvrir leur métier. Et puis, peut-être curieux et curieuses aussi de découvrir d'autres métiers qui ont à voir avec le numérique. Nous pouvons penser que cette journée n'est que la première étape d'un parcours que nous pouvons d'ailleurs poursuivre ensemble si des établissements, des élèves sont intéressés à aller plus loin, à aller plus près, en plus petits groupes. Nous avions envisagé un moment des visites, des rencontres. C'est possible. Donc je vous invite à prendre contact avec nous, mais nous aussi, nous retournerons vers vous. Donc je vous souhaite une très bonne matinée. Je prends le relais, Patrice. Tu peux y aller. Bonjour, donc je prends le relais depuis Brest. Je m'appelle Michel Briand et je vais intervenir pour vous présenter un petit peu quelques enjeux de la transformation de la société par le numérique. Donc je suis responsable de formation d'ingénieur, un peu comme Patrice, mais simplement sur le diplôme d'ingénieur de Télécom Bretagne. Et je participe aussi à une instance que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit connaître, qui s'appelle le Conseil national du numérique, qui est une instance en fait qui conseille le gouvernement pour prendre en compte les évolutions qui sont nécessaires par rapport à cette introduction du numérique dans l'ensemble de la société. Et j'ai été aussi élu à la ville de Brest pendant 19 ans sur ces questions du numérique. Alors,
pourquoi le numérique transforme profondément la société. Quelque chose que vous connaissez, c'est le fait que lorsque vous avez une photo, lorsque vous avez une musique, vous pouvez la prêter à un collègue et il peut la copier. Et s'il la copie, vous la gardez quand même. Alors que si vous avez un livre, si vous prêtez le livre à quelqu'un, vous n'avez plus le livre. Et donc avec le numérique, pour la première fois de son histoire, notre société est confrontée à l'abondance. Avec le numérique, tous les objets numériques deviennent abondants. Donc les cours en ligne peuvent être partagés à des millions d'exemplaires. Cette vidéo, une fois qu'elle sera mise en ligne, elle pourra être consultée par des milliers de personnes. Et donc c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire. Des révolutions de ce type-là, on en a eu deux auparavant. La première, c'est l'invention de l'écriture. À partir du moment où on a eu l'écriture, on a pu transmettre des choses écrites d'une génération à l'autre. Avec l'écriture, les sciences se sont développées. La deuxième révolution qui est apparue, c'est l'imprimerie. La révolution de l'imprimerie a permis non pas de transmettre à une personne. Les moines copistes y recopiaient à la main un texte, et le texte n'existait qu'à un exemplaire à chaque fois. Avec l'imprimerie, on a diffusé des choses à des milliers d'exemplaires. Pour donner un petit exemple très concret, avant l'imprimerie, le curé dans une paroisse était le seul peut-être à avoir lu une fois dans sa formation des éléments de parchemin de la Bible. Personne dans le village n'avait jamais lu la Bible. Et donc, les gens écoutaient le curé en lui faisant complètement confiance. Avec l'imprimerie, la Bible a été diffusée très largement et les gens se sont mis à interpréter la Bible et de là est né le protestantisme. Pour dire que lorsqu'une technologie apparaît, c'est pas simplement un outil technique, c'est quelque chose qui transforme la société. Et si vous réfléchissez, on a un mot pour désigner le temps d'avant l'écriture. Comment s'appelle le temps d'avant l'écriture? La préhistoire. Et on n'a pas encore de mot pour désigner le temps d'avant le numérique. Le temps d'avant le numérique, c'est ce XXe siècle où est apparu effectivement Internet et les objets numériques. Et ce qu'il faut voir, c'est que la révolution de l'écriture, la révolution de l'imprimerie ont pris des centaines d'années pour se répandre dans le monde. Le numérique, c'est pas la même chose. En l'espace de 30 ans, cette révolution a transformé l'ensemble de la société. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliards d'habitants sur la planète qui utilisent effectivement les outils du numérique. Tout à l'heure, j'ai fait un petit sondage dans la salle. Tous les élèves qui étaient là, ou quasiment tous, sauf peut-être quelques enseignants, avaient un compte Facebook ou un compte Instagram. C'est-à-dire que la pratique du réseau social est quelque chose de courant, aussi courant que de lire un livre pour la plupart d'entre vous. Et tout ça, c'est très récent. Facebook a en gros une dizaine d'années. L'Instagram encore moins. Et donc, vous êtes dans un monde où, lorsque vous recherchez une information, vous la recherchez sur Wikipédia et vous la trouvez. C'était quelque chose de complètement impensable pour notre génération. Et ce que le numérique apporte également, ce sont ce qu'on appelle les pratiques collaboratives. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'encyclopédie Wikipédia que vous consultez, vous pouvez l'améliorer. Si une information est fausse dans l'encyclopédie, n'importe qui peut modifier l'information et améliorer l'encyclopédie. Et donc le point de départ de Wikipédia, il y a à peu près une quinzaine d'années, c'était de dire on va créer une encyclopédie où tout le monde a le droit d'écrire. Il y a 15 ans, c'était inimaginable. Penser que des gens ordinaires allaient créer ensemble une encyclopédie et pas forcément des chercheurs, docteurs et des gens sachants, c'était inimaginable. Et pourtant, c'est la réalité des choses. Un autre exemple, là par contre que vous connaissez moins, on a fait la même chose pour les cartes. On a décidé un jour qu'on allait créer une carte du monde entier dans lequel chacun inscrirait un point. Et en mettant tous ces points comme ça, eh bien la carte se créerait. Cette carte, elle s'appelle OpenStreetMap avec l'abréviation OSM
Et aujourd'hui, en Bretagne, la carte qui est utilisée par la région, les services de l'État, les collectivités, la carte officielle qui s'appelle GeoBretagne, utilise le fond de carte OpenStreetMap, et la carte de l'Institut géographique national, les cartes officielles en quelque sorte, est devenue un second choix. Donc, on voit que le fait de collaborer permet des productions qui sont de bonne qualité et qui supplantent les productions officielles, y compris celles du monde marchand. Microsoft, que vous connaissez, qui vend ses logiciels de traitement de texte et ses ordinateurs, a essayé de faire une encyclopédie qui s'appelait Encarta. Je suppose que personne d'entre vous ne connaît Encarta. C'est mort il y a 5 ans. Et pourquoi? Parce que la puissance du travail collaboratif, c'est-à-dire de travailler ensemble, dans un environnement où tout le monde a le droit d'écrire et d'intervenir, est bien plus forte que les organisations classiques traditionnelles. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective ou l'intelligence de la foule. Et donc la présentation que je vais vous faire va parler un petit peu de cette transformation qu'on appelle aussi une transition numérique. Pourquoi le mot transition? Parce que nous sommes à un moment où les modes anciens de fonctionnement sont remis en cause par le numérique. Tout à l'heure, on parlait du transport de voitures. Pratiquement tout le monde dans l'amphi connaissait Blablacar. Et effectivement, aujourd'hui, pour aller entre Brest et Rennes, ou Lannion, ou Lorient, souvent c'est bien moins cher d'utiliser le covoiturage. Blablacar, c'est une société française qui n'a que quelques années d'existence, peut-être 5 ans. Et Blablacar aujourd'hui a une valeur boursière qui est aux environs d'1 milliard, c'est-à-dire pratiquement la même chose qu'Air France. Et si vous prenez d'autres plateformes comme Airbnb pour l'hébergement, là, c'est bien plus qu'Air France. C'est-à-dire qu'en quelques années, ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels les gens peuvent se connecter pour échanger, ont des valeurs boursières, des valeurs de vente qui sont extrêmement élevées et qui ont plus d'importance que des pans entiers de l'économie traditionnelle. Donc le monde du numérique, c'est toutes ces transformations qui se mettent en place petit à petit et qui font que, aujourd'hui, pour apprendre, je citais l'exemple de Césamat, il y a des environnements numériques de mathématiques qui sont en ligne, et cette plateforme Césamat n'a pas été créée par l'Éducation nationale. Elle a été créée par des groupes de professeurs de mathématiques qui se sont regroupés entre eux, qui ont produit des manuels de mathématiques, et puis comme ça marchait bien, ils ont aussi créé une plateforme de cours en ligne, et cette plateforme de cours en ligne, créée par une simple association, sans financement de l'État, a 1 million d'élèves en ligne. Donc on voit de plus en plus apparaître de nouvelles façons de se déplacer, de nouvelles façons d'être hébergé, de nouvelles façons d'échanger des objets. Je citais aussi l'exemple du Bon Coin. Aujourd'hui, vous avez un objet dont vous n'avez plus l'utilité, vous trouvez toujours moyen de le revendre, pas forcément très cher, mais comme de toute façon il vous sert à rien, c'est toujours ça de prix, de le revendre avec le Bon Coin. Et on a donc cette transformation profonde de la société qui va concerner tous les métiers. Les métiers de documentaliste, les métiers du soin. Aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin, en fait, le médecin pose le diagnostic, c'est lui qui vous donne toutes les informations. Le dialogue est relativement limité. Demain, avec tous les capteurs qui se mettent en place, une interrogation sur des sites, et vous aurez une petite idée de votre maladie, de votre problème, et vous serez dans une situation où vous poserez des questions au médecin. De la même façon que, de plus en plus, les élèves que vous êtes, vous pouvez trouver de l'information sur un cours qui est donné en classe, et vous pouvez poser des questions et interagir avec l'enseignant. L'enseignant n'est plus celui simplement qui distribue du savoir, mais c'est celui qui va animer un peu votre parcours d'apprentissage et de connaissance.
Et donc, de plus en plus de connaissances sont en ligne, de plus en plus d'informations sont disponibles. Il vous est possible d'échanger avec toutes les personnes à l'autre bout du monde ou dans toutes les régions de France. Et tout ça, c'est possible grâce au numérique. Et dans cette transformation de la société, il y a quelques éléments qui sont structurels, comme cette question des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie en France, l'économie du numérique, ce sont essentiellement ces plateformes. Et ça, on le voit pas tous les jours. Aujourd'hui, on a dans le numérique toute une série de choses qui vont être automatisées. Il existe en Allemagne une usine qui fabrique des moteurs sans ouvriers. En Bretagne, une usine qui fabriquait des galettes bretonnes a automatisé sa chaîne de production. Résultat, les 2/3 des personnes de l'entreprise qui fabriquaient des galettes n'avaient plus leur travail ordinaire. Mais comme la fabrication automatisée était moins chère, l'entreprise a gagné des parts de marché. Et ces 2/3 de personnes ont été employées à d'autres activités. Le problème, c'est que, pour autant, vous ne mangez pas plus de galettes. Donc ça veut dire que les autres entreprises qui ne sont pas automatisées vont disparaître. Et c'est ça aussi l'enjeu du numérique. La société va se transformer profondément. Différents rapports sur la question évaluent les suppressions d'emplois dans tous les domaines de l'ordre de 20 à 30%. 20 à 30% des emplois vont disparaître dans les 20 prochaines années. Et on le voit par exemple dans le domaine de la banque. Aujourd'hui, vos parents, lorsqu'ils ont besoin de faire des virements de compte, de retirer de l'argent, tout se fait effectivement par le travail de la personne qui se connecte sur Internet ou qui va à un guichet automatique. Et donc tout le travail des milliers d'employés de banque qui servaient d'intermédiaires n'est plus nécessaire pour cela. Ils ont d'autres fonctions de conseil, mais plus cette fonction en fait de donner de l'argent ou de faire le virement d'un compte à un autre. Et donc on va avoir aussi un grand nombre de suppressions d'agences bancaires et donc par là même de suppressions d'emplois. Mais le numérique va amener d'autres possibilités d'emploi. Il va amener d'autres usages. Facebook n'existait pas, il a été inventé. Donc les gens qui travaillent pour Facebook, les gens qui travaillent pour Google, les gens qui travaillent en France pour Blablacar, ce sont de nouveaux emplois. Et donc faire en sorte que les réseaux fonctionnent, faire en sorte que les réseaux soient sûrs pour éviter le piratage, tout ça, cela demande des emplois. Et donc je voulais insister là-dessus pour vous dire que il est absolument important que vous vous intéressiez au numérique. Soit que vous deveniez, si les sciences et technologies vous intéressent dans ce domaine, technicien ou ingénieur ou technicienne, parce qu'effectivement, on a besoin de 1200 personnes par an aujourd'hui, par exemple, dans la cybersécurité. Dans la santé, de plus en plus de capteurs, de plus en plus de technologies vont être utilisées et il y aura besoin aussi de maîtriser ces technologies. En France, mais aussi dans tous les pays en Europe occidentale, on manque de personnes qualifiées dans le domaine des sciences et technologies. Donc je voulais faire passer ce message parce que vous n'êtes pas forcément encore à l'heure du choix du baccalauréat, des séries et de ce que vous allez faire après, mais il y a un vrai manque aujourd'hui de personnes pour suivre des formations en BTS, en IUT, à l'université, dans les sciences et techniques ou en école d'ingénieur. On manque cruellement de personnes. Et parce que, pour des raisons X ou Y, vous préférez peut-être d'autres domaines. Mais pour autant, ceux qui sont plutôt littéraires ou attirés par d'autres champs ont leur place dans le numérique. Il faut savoir que le Mark Zuckerberg, est-ce que vous savez qui c'est? C'est donc la personne qui a créé Facebook. Cette personne-là qui a créé Facebook suivait des études en lettres classiques. Parce que pour imaginer un nouveau service avec le numérique, ça demande de la créativité et de l'innovation qui existent aussi bien dans les personnes qui suivent des parcours littéraires que des personnes qui suivent des parcours scientifiques.
Donc on a besoin aujourd'hui que vous soyez créatifs et que vous soyez innovants. Le paradoxe, c'est que la société du numérique, c'est une société où on va apprendre à utiliser la copie, apprendre à réutiliser, apprendre à travailler avec d'autres. Alors qu'à l'école, on a quand même plutôt tendance à apprendre à cacher sa copie. On a plutôt tendance à apprendre à travailler tout seul. Et donc, je voulais attirer votre attention là-dessus, sur le fait que apprendre à travailler avec d'autres, apprendre à publier, apprendre à regarder autour de soi ce qui se fait, à pouvoir effectivement faire de la veille, c'est extrêmement important. Avec le numérique, on a un mot pour cela, ça s'appelle la curation, qui vise effectivement à regarder les choses sur un sujet. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait vous apprendre au collège, apprendre à être en veille sur un sujet, de faire, à travers un projet, de regarder tout ce qui se fait autour de vous. Parce qu'on aura de plus en plus besoin de gens qui savent le faire, parce que dans ce monde du numérique où l'information se transmet très rapidement, il y a besoin effectivement de ne pas réinventer des choses qui existent et plutôt de savoir les réutiliser. Et pour terminer cette introduction, je voudrais aussi insister sur la nécessité d'apprendre à coder. Il est important, face à l'informatique et à l'usage de l'ordinateur, de ne pas être esclave de votre ordinateur. Des fois, quand vous avez un ordinateur avec un système propriétaire, vous voyez la machine qui fait des choses et vous ne savez pas ce qu'elle fait. On n'y a pas accès, il y a des virus, etc. Et je crois que c'est extrêmement important que ce soit vous qui soyez maître de votre ordinateur. Donc pour ça, il faut savoir comment l'ordinateur fonctionne. Il faut savoir ce que c'est que programmer un ordinateur. Alors programmer un ordinateur, c'est pas toujours évident, mais il y a des langages de programmation comme Scratch qui sont pas si compliqués que ça. Et si vous avez l'occasion, que ce soit au collège, au lycée ou parfois aussi dans les équipements de quartier, d'apprendre à programmer, d'apprendre à jouer avec le numérique, c'est important parce que comme ça, vous serez maître de votre destin et vous n'en serez pas esclave. Et si le codage vous rebute un peu, allez voir dans ce qu'on appelle les Fab Labs, les ateliers de fabrication numérique. Dans toutes les grandes villes, il y en a aujourd'hui. Et on vous apprend à programmer des robots, de jouer effectivement avec la programmation, de programmer des circuits électroniques, d'intervenir sur votre ordinateur portable, de le démonter et de voir ce qu'il y a dedans et de voir comment ça fonctionne. Je crois que c'est là-dessus que je voudrais conclure. Le monde du numérique, c'est un monde dont il ne faut pas être esclave. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous utilisez une adresse Gmail, tous vos courriers sont lus, archivés, stockés. Et Google, en l'occurrence, c'est tout de votre vie. Si vous ne faites pas attention et que vous autorisez le suivi par GPS sur votre téléphone portable, on saura tout de vos déplacements et donc de toutes les personnes que vous rencontrez. Donc le numérique, c'est aussi cela, c'est une société qui peut donner de la surveillance massive où certains grands groupes s'accaparent toutes vos données et il faut avoir un regard critique sur le numérique. Le numérique va transformer profondément le monde. Il est essentiel que vous soyez acteur de ce monde et que vous ne le subissiez pas et que d'une façon ou d'une autre, vous appreniez à maîtriser le numérique, soit pour en faire votre métier, soit pour l'utiliser dans votre métier. Et j'espère que vous apprendrez à coder pour ne pas être codé vous-même. Merci. Alors maintenant, vous allez avoir un petit peu de temps pour poser des questions. Donc merci déjà Michel Briand pour cette intervention. Et donc maintenant, c'est des questions dans la salle. Donc pour qu'on vous entende bien, appuyez sur le micro. Donc je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans la salle à Rennes ou à Brest. La première question, c'est toujours difficile. S'il n'y a pas de questions d'élèves, on va demander au professeur de se dévouer pour lancer une première question.
Allez, qui se dévoue pour la première question, la première remarque? Il y a une question à Rennes. Alors moi, ce qui me questionne par rapport à ce que je viens d'entendre, donc on nous pousse à aller vers le numérique. Est-ce que la formation aujourd'hui est en lien avec la demande? Alors, au Conseil national du numérique, on a écrit un rapport sur l'évolution de l'école. Personnellement, je suis persuadé que l'école est elle-même en transition. Parce qu'effectivement, avec le numérique, on va voir se développer de nouvelles façons d'apprendre. Il y a par exemple ce qu'on appelle les classes inversées. C'est-à-dire un cours où c'est vous-même, élève, qui regardez une vidéo ou qui lisez un contenu, et ensuite le cours consiste à poser des questions et à répondre à ces questions. Pourquoi c'est important? Parce que avec la société du numérique, énormément de nouveaux emplois qu'on n'imagine pas vont apparaître. Et vous aurez à vous former tout au long de la vie. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui vont avoir un seul métier dans leur vie. Vous allez avoir plusieurs métiers. Et donc, il faut apprendre à se former au fur et à mesure. Et se former par vous-même, lorsqu'il n'y aura plus le professeur qui est présent, c'est pas si évident que ça. Et donc, une des choses sur lesquelles l'école doit évoluer, elle a commencé à le faire, c'est justement davantage vous apprendre, à être autonome dans votre apprentissage, à savoir où sont les contenus et comment vous organiser pour apprendre. Donc là, c'est une transformation qui est en cours, qui est longue parce que ce sont de nouvelles pratiques et les choses vont évoluer dans ce sens-là, de la même façon que à l'école, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à coder dès le collège ou même en fin de primaire. Il faudrait apprendre à publier sur Internet. Et je crois que beaucoup de professeurs innovent et sont en train d'essayer d'expérimenter cela. Mais c'est vrai qu'on a besoin que l'école elle-même se transforme. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un MOOC? M-O-O-C. Alors, les MOOC, ce sont des cours en ligne. C'est quelque chose qui, pareil, date de 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, vous avez, en France, presque 200 cours qui sont en ligne. Alors, c'est plutôt des cours d'université, mais de plus en plus, donc, d'universités, d'écoles, d'ingénieurs, de commerce, mettent en ligne des cours que des dizaines de milliers d'élèves peuvent suivre. Classiquement, aujourd'hui, lorsqu'un MOOC démarre, il y a 15 000 élèves qui s'inscrivent au cours. Mais comment un professeur peut, à votre avis, corriger 15 000 copies? Comment faire pour que quelqu'un corrige 15 000 copies? Évidemment, il ne peut pas corriger 10 000 copies ou 15 000 copies. Et comment on fait alors? Alors oui, l'ordinateur, pour ce qu'on appelle les questions à choix multiples, peut le faire. Mais lorsque c'est un texte rédigé, ça ne marche pas. Eh bien, comment ça marche? Les élèves qui... tu as une idée? Qu'il y ait plusieurs... professeurs ou que les élèves répondent en interaction? Alors c'est presque ça. Effectivement, la seule solution, qu'on a trouvée, qu'on met en œuvre actuellement et qui marche, c'est que les élèves corrigent les autres élèves. Donc un élève qui veut suivre le cours doit corriger 5 autres copies. Et réciproquement, et ça marche. Et ce qui est rigolo de voir, c'est que quand on demande à des élèves de corriger une copie, le résultat est presque aussi bon que la correction du professeur. Et que dans 90% des cas, cela converge. C'est-à-dire que avec le numérique, on fait confiance aux gens et quelque part d'une interaction massive, ce
qu'on appelle l'intelligence collective, naît effectivement une forme d'intelligence. Et donc on peut faire aujourd'hui des cours à plusieurs dizaines de milliers de personnes et faire en sorte que les gens soient validés, soient suivis dans leur cursus. Bien sûr que quand il y a un écart important entre deux notes, le professeur va regarder, mais dans plus de 90% des cas, cela fonctionne. Et donc là, c'est un exemple qui pour le moment concerne plus le supérieur que le collège ou le lycée, de nouvelles façons d'apprendre qui se développent et qui vont pas remplacer l'enseignement traditionnel, mais de plus en plus à l'université et dans la formation de l'enseignement supérieur, on demandera aux élèves de suivre 1, 2 ou 3 MOOC par an pour compléter l'apprentissage qui est distribué, qui est diffusé dans l'établissement universitaire. Alors, on a une question à Lorient. Bonjour. Je m'appelle Inès. Ouais, voilà. Et ma question, c'était pour savoir quels sont les salaires. Alors, cela dépend effectivement du niveau, qu'il s'agisse d'un technicien ou qu'il s'agisse d'un ingénieur, les salaires seront pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, ce qui est important, c'est que dans les métiers des sciences et technologies liés au numérique, tout le monde trouve un emploi rapidement. Des secteurs, encore une fois, comme la cybersécurité, manquent. On doit former 400 personnes par an, on a besoin de 1200. Et dans beaucoup de secteurs du numérique, on manque de personnes qualifiées. Donc, les salaires sont à peu près les salaires classiques des ingénieurs, par exemple, pour ce type de catégorie. Mais l'avantage, c'est qu'on trouve rapidement du travail. Et dans les domaines, je dirais, pas forcément qualifiés à un niveau ingénieur, il y a aussi des besoins de personnes pour être animateurs de communauté, qu'on dit community manager, pour développer des sites web, etc. Et là, l'intérêt important, c'est que il y a moins de tension sur le marché de travail dans les métiers qui font appel au numérique. Juste combien d'années dans le domaine du numérique, combien d'années d'études il faut La réponse, ce sont les formations classiques. Quand vous faites une formation d'ingénieur, c'est 5 ans après le baccalauréat. Lorsque vous faites une formation de BTS ou de technicien en IUT, c'est 2 ou 3 ans. Donc, c'est pas plus ni moins que dans d'autres métiers, mais l'intérêt, encore une fois, c'est qu'il y a une demande de la société pour des personnes qualifiées dans ce domaine-là. Nous avons une dernière question à Rennes. Si l'informatique domine le monde, elle est où la place de l'homme ? Alors justement, est-ce que c'est vous qui dominez le numérique ou le numérique qui vous domine ? Est-ce que la personne qui a posé la question, est-ce qu'elle apprend à coder ? Est-ce qu'elle sait commander son ordinateur ou est-ce qu'elle subit son ordinateur ? Je pense que c'est cela aussi l'avenir un petit peu des débats en cours. Il nous faut dominer le numérique et pas le subir. Et pour ça, il faut apprendre effectivement comment l'ordinateur fonctionne, comment un téléphone fonctionne, et pouvoir effectivement le piloter. Donc l'enjeu, c'est justement que au collège et au lycée, vous appreniez à maîtriser l'informatique et à ne pas en être esclave. Il ne faut pas effectivement que vous laissiez vos données chez Google sans savoir que vous le faites. Si vous le faites consciemment et que vous faites ce cadeau à Google, moi j'ai pas de problème. Mais beaucoup de gens sont surpris de savoir que lorsqu'ils envoient un mail à un copain, ce mail est lu par Google. Alors, quand vous êtes jeune, ça n'a pas trop d'importance. Mais un peu plus tard, Google aura toutes les informations sur les livres que vous aimez, sur les objets que vous aimez acheter, etc. Il pourra prévoir votre comportement et quelque part, il aura du pouvoir sur vous. Donc, maîtriser le numérique, c'est aussi maîtriser ses données
et faire en sorte que vous ne confiez pas vos données à n'importe qui sans au moins le savoir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, si on apprend à coder l'ordinateur, on réfléchit plus par nous-mêmes, c'est forcément l'ordinateur qui nous domine. Alors tout dépend quel système tu utilises. Je vais faire un peu de la pub pour le logiciel libre, hein, Patrice. Si tu utilises un système propriétaire où tout est fermé à clé, effectivement, tu n'auras pas beaucoup de moyens d'action. Mais justement, un certain nombre d'informaticiens qui sont attachés aux libertés ont développé ce qu'on appelle des logiciels libres, où l'ordinateur fait ce que tu lui dis de faire. Donc c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir choisir ces logiciels et donc d'avoir le contrôle sur ce que fait l'ordinateur, d'avoir le contrôle sur ce que fait votre téléphone. C'est pas gagné d'avance, mais c'est faisable. Et justement, en apprenant à coder, c'est toi qui dis à l'ordinateur ce qu'il va faire. Un ordinateur ou un téléphone portable, ce n'est qu'une machine. Et si cette machine, vous savez la commander, elle vous obéira. Pour l'instant, en tout cas, juste un petit mot de plus. Pour l'instant, c'est l'être humain, l'homme ou la femme, qui maîtrise son ordinateur. Mais c'est vrai que ça pose la question est très compliquée parce qu'on ne sait pas jusqu'où on pourra faire des choses à l'ordinateur. Quelle est la maîtrise qu'on pourra lui donner? C'est une question qui est ouverte et c'est une question que notre société devra se poser. On voit aujourd'hui des robots qui font des choses qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans ou 20 ans. Et je pense que c'est une vraie question, c'est une question fondamentale. Où se trouve notre place? Comment on va maîtriser tout ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense qu'elle est plus ouverte qu'on peut l'imaginer et c'est vous qui allez inventer ces réponses. Mais pour ça, il faut impérativement qu'on ait compris tous les enjeux, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire. Et puis ensuite, collectivement, qu'on sache les maîtriser, ça veut dire que notre société détermine où s'arrêtent les limites de ce que doivent faire les ordinateurs, la technologie, etc. Et ça, c'est notre rôle à nous, et c'est pas le rôle de l'ordinateur. Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. J'aurais voulu poser une dernière question, peut-être. Est-ce que c'est possible? Une dernière, je regarde la maîtresse Dernière question, du temps. enseignant au lycée de l'Iroise, et comme dans beaucoup de lycées et de collèges en Bretagne, on est extrêmement bien équipé en matériel. Le petit problème, c'est qu'à la rentrée et dans beaucoup d'établissements, on n'a pas le personnel pour gérer 300, 400 postes. Et je le dis parce que si nous, enseignants, on veut s'investir, on passe des heures et des heures. Et c'est vrai que la question qui est posée, c'est mettre de l'argent pour qu'il y ait des gens formés à aider les enseignants à gérer ces ordinateurs. Et puis peut-être deuxième question, pourquoi ne pas passer sous Linux? Ne pas être dépendant de Microsoft, puisque manifestement le rectorat, comme toute la France, est sous Microsoft, donc ça coûte énormément cher. Alors sur ce sujet, moi je n'ai pas la compétence pour répondre, parce que ça dépend effectivement de choix du rectorat. Je pense qu'ils ont entendu votre question. Et... Alors, on a une question à nouveau à Rennes. À Lorient. Tant pour moi. C'est pour savoir si par rapport aux horaires, ça termine tôt ou bien ça termine tard. Normalement, il y a un programme et on va essayer de s'y tenir. Merci. J'appuie. Est-ce que si justement, avec tous, vu que apparemment c'est abondant... Sur Lorient, j'ai une autre question. Brest avait commencé, si vous voulez bien, puis après on finit sur Lorient. Et justement, vu qu'il y a une abondance sur Internet et tout ça, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose aussi par rapport à tout ce qui était avant? En général, quand il y a une transformation, l'avant ne disparaît pas. C'est-à-dire le livre continue à exister dans les bibliothèques, vous pouvez emprunter des livres. C'est quelque chose qui se surajoute. Il ne faut pas supprimer l'ancien.
Après, ça reste recopier un texte à la main, ça reste rare. Des fois, on le fait encore, mais il y a plus de moines copistes. Donc, beaucoup de métiers vont changer. Ensuite, les usages individuels, c'est chacun qui fait son choix. Certains préfèrent lire un journal sur une tablette, d'autres préfèrent le journal papier. Certains préfèrent lire un article sur un ordinateur, d'autres dans un livre. Donc le changement est un changement qui va se faire progressivement. Et encore une fois, comme le disait Patrice, c'est aussi vous qui faites les choix des usages que vous voulez. Mais c'est vrai que lorsque vous vous déplacez, c'est parfois plus facile de regarder la carte sur votre téléphone portable que de sortir une carte IGN papier. Donc petit à petit, les usages se modifient, mais vous voyez bien la salle de classe, elle n'a pas beaucoup évolué en quelques dizaines d'années. Elle ressemble à la salle de classe d'avant. Donc c'est vraiment un changement, mais qui est lent dans certains domaines. Bon, gardez vos questions. Je vois qu'on a beaucoup de succès avec les questions, donc gardez-les pour la suite. Vous aurez encore le temps d'en poser.